dans l'émission Parlement du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la télévision du réseau DA International dans l'émission Le Parlement du monde, qui se veut un espace d'expression et d'échange libre sur tous les sujets qui intéressent les citoyens du monde et des pays qui composent le monde. Nous revoici en RDC, République démocratique du Congo, et une fois de plus, sur les thèmes qui divisent les Congolais, à savoir comment sortir de la crise politique qui sévit dans ce pays depuis plusieurs années. Le débat devient, hélas, de plus en plus passionné et moins réfléchi. Il est souvent construit sur des procès d'intention, des informations erronées ou tronquées, la méfiance, le mépris des autres, les insultes, etc. Il prend des allures quasi vindicatives entre certains protagonistes. L'horizon est sombre, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour aider un tant soit peu à fixer l'opinion, le Parlement du monde reçoit ce jour M. Basile Diatezoa. Bonjour Basile. Bonjour. Cher ami, nous nous sommes vus depuis 2 mois que nous avons échangé autour de ce thème qui préoccupe les Congolais. Nous l'avions à cette époque-là intitulé « Le dialogue, le soulèvement populaire ou les élections ». Depuis lors, ça fait 2 mois, et ça va, les arguments volent dans tous les sens. Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous avons évolué? À mon humble avis, on n'a pas vraiment évolué, sauf que la majorité, au fond, adopte l'idée du dialogue politique. Donc, on peut dire qu'il y a cette volonté pour aller au dialogue. Maintenant, c'est le contenu du dialogue qui divise différents acteurs. Ouais. Et c'est là que je dis qu'on n'avance pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'horizon est trop sombre et que le pouvoir actuel n'arrive pas à donner une orientation disons salvatrice pour le pays. Et ce n'est que normal que les acteurs de l'opposition, qui ont des ambitions légitimes, s'agitent pour aller aux élections, alors que les conditions préalables ne sont pas réunies. Mais les problèmes de fond sont là, et je crois que je fais appel à toute la classe politique pour se ressaisir et poser un débat de fond sur les vrais problèmes qui se posent dans notre pays. Justement, en écoutant monsieur le ministre Kilike Moulumba, en écoutant l'autre ministre, monsieur Lambert Mende, et il y a eu aussi un peu, bien avant, monsieur Kisombe, on a l'impression que le pouvoir est clair dans sa position, que le dialogue ne constitue pas un endroit où l'on va aller discuter pour chasser M. Kabila. Excusez-moi les termes un peu plus forts, mais c'est simplement pour dire qu'ils semblent tous dire que leur décision est que les choses doivent rester comme elles sont. Ils restent en place. Avez-vous la même impression que moi? Écoutez, je respecte les opinions des uns et des autres. Je crois que chacun des animateurs du gouvernement actuel peut avoir une opinion personnelle, mais je ne pense pas que dans l'esprit du président Kabila, il y a cette volonté de susciter des frustrations, disons, vis-à-vis des autres acteurs, et que nous devons plutôt faire attention dans ce que nous lançons sur la place publique pour éviter à ce qu'il y ait des incompréhensions
on va croire que le pouvoir veut briller dans l'arrogance pour imposer aux autres sa volonté. Je ne pense pas. C'est un débat, chacun a son opinion, et je crois que aux esprits lucides d'essayer de réajuster la réflexion pour bien identifier les problèmes qui nous accablent réellement. À vous entendre parler, on dirait que peut-être ces compatriotes ont parlé d'eux-mêmes sans avoir reçu l'aval du président de la République. Et qu'ils se sont là à leur désir, en fait. Enfin, je prends un peu les termes qu'utilise Kinké Moulouma. Mais on ne peut pas se limiter à juger le gouvernement à travers les déclarations d'un ou de deux ministres. Je ne pense pas. Ce sont peut-être des ballons d'essai qu'ils lancent pour voir un peu la réaction de l'opinion nationale et internationale. Mais je crois que cela ne va pas résoudre les problèmes qui nous accablent. Les problèmes sont là. Oui. Mais pensez-vous donc, si j'introduis par là, c'est parce qu'on peut se demander à quoi bon servirait encore les dialogues si déjà d'avance l'opinion ou la décision du gouvernement est prise que M. Kabila doit rester. En ce moment-là, le dialogue deviendrait presque inutile. Ou alors je poserai la question autrement. L'opposition qui irait au dialogue a-t-elle réellement le moyen d'imposer quoi que ce soit au gouvernement, au camp du gouvernement? Vous savez, il y a le concept dialogue. Il faut aller au dialogue. La majorité accepte. Mais il y a le contenu de ce dialogue. C'est comme il y a eu les concertations nationales, mais on a vu les résultats. Dans l'esprit de ceux qui animaient ces concertations, il fallait rassembler tous les acteurs, toutes les forces politiques du pays, toutes les forces vives du pays, derrière le président Kabila, pour contrer l'invasion rwandaise à travers le M23. Ce qui était erroné, évidemment, comme concept. Et on a bien vu les résultats. Cela n'a pas abouti à tous les vœux souhaités par ceux qui étaient aux concertations nationales. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas identifié les vrais problèmes qui se posent dans notre pays. Je crois que le pouvoir en place, qui va initier ce dialogue, doit se mettre au-dessus de la mêlée pour donner une orientation responsable, pour que tous les acteurs politiques essayent de réfléchir ensemble dans un esprit de consensus pour trouver des solutions à tous ces problèmes qui sont là depuis 1960. Parce que vous rentrez si loin depuis 1960? Mais si, puisque tout ce que nous avons aujourd'hui n'est que des épiphénomènes de toutes les causes passées. Il n'y a pas de cahier de brouillon dans l'histoire d'un peuple. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on les paye cash. Il n'y a pas de cahier de brouillon. Donc, ce n'est qu'une succession des causes et faits. Et aujourd'hui, voilà, les contradictions sont telles que nous risquons en tout cas d'aller droit au mur et que tout explose. Moi, je crois que, ayons les pieds sur terre, dans un sens de responsabilité, de consensus national, arrivons à trouver les points principaux qui peuvent nous rassembler tous dans le sens de l'intérêt général pour apporter des solutions à la crise qui nous accable. Voilà un peu le sens du dialogue, comment je vois le dialogue. Bien entendu, dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, on entend, qui acceptent encore les dialogues, veulent bien, oui d'accord, on peut aller au dialogue, mais dans le respect, les conclusions du dialogue doivent être conformes aux prescrits de la loi, spécialement en ce qui concerne le mandat du président et le mandat des institutions politiques. Bon, voulez-vous dire qu'il faut aborder des sujets qui dépassent ce cadre-là, qui vont beaucoup plus loin, plus profond, et ne pas se limiter à ce débat-là sur comment on passe d'un régime à un autre? Je crois que pour l'instant, il faut mettre de côté la problématique du mandat du président Kabila. Le problème, ce n'est pas le mandat du
président Kabila. C'est pas ça la crise au Congo, non. Vous savez, quand une partie de la classe politique se permet de dire publiquement, tant au niveau national international, que l'ordre politique actuel est un pouvoir d'occupation. Ce pouvoir d'occupation est infiltré par des Rwandais. Mais c'est que la crise est très très grave. Oui. Donc il y a un problème de confiance qui se pose. Effectivement. Donc confiance dans notre communauté politique. Dès lors qu'on n'a plus confiance à cet ordre politique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Oui. Alors c'est ce que je dis. Mettons autour d'une table. Il y a un ordre politique qui est là depuis 2006. Pour moi, la première réflexion à faire, c'est l'évaluation des institutions de cet ordre politique. Parce que... Ce serait le sujet, à votre avis, les plus importants, basique. le principal sur lesquels on doit d'abord s'étendre. Ah oui, nous devons faire une évaluation des institutions actuelles. C'est inévitable, puisqu'on voit bien des contradictions qui surgissent. Hein? Je vais vous donner un exemple facile. L'esprit de la Constitution actuelle, nous savons tous dans quelles conditions cette Constitution nous a été livrée. Nous connaissons ceux qui ont initié cette Constitution. Ouais. Eh bien, l'esprit principal de cette Constitution, c'est d'arriver à la personnification du pouvoir. Avoir un chef d'État, un roi chef d'État, un roi président, comme on dit en France. Et si vous disséquez la Constitution actuelle, je peux prendre 3 exemples des institutions de cet ordre politique: la présidence, le gouvernement, le Parlement. La présidence, à elle seule, a 20 articles qui régissent ses prérogatives. Le gouvernement a 5 articles. La Chambre basse, 2 articles. La Chambre haute, 2 articles. Donc on voit bien que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République. Or, on nous fait croire que nous devons aller vers la décentralisation. Comment réussir cette décentralisation quand nous avons déjà une concentration de pouvoir entre les mains du président de la République? Donc nécessairement, nous devons réfléchir sur la façon de réformer nos institutions pour réussir cette décentralisation qui s'amorce. Puisqu'on a maintenant des provincettes qui sont là. Donc, nous ne pouvons plus éviter cette décentralisation. Donc, nécessairement, nous devons réfléchir ensemble dans un esprit de consensus sur les institutions appropriées, par exemple, pour réussir la décentralisation. Cela est inévitable. Il y a incompatibilité entre... quand on prend la Constitution actuelle et les objectifs de notre communauté, c'est-à-dire on veut aller vers la décentralisation, il y a incompatibilité. Je vais donner un autre exemple, l'article 13 et 213 oui. de la Constitution actuelle. Cet article dit ceci, que le président de la République négocie et signe les traités, donc disons le président négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Hein? À vous de réfléchir sur les conséquences éventuelles. L'article 214 prévoit la cession des territoires. Pour la première fois dans une constitution au Congo, on prévoit déjà la cession des territoires. Et on veut masquer l'esprit pour dire que non, on va consulter par référendum le peuple s'il faut céder une partie du territoire national. On connaît l'acte électoral, comment l'acte électoral est galvaudé dans notre pays. Donc si demain on va appeler les Congolais à aller donner un avis sur la cession d'une partie du territoire, on sait comment on va jongler dans le sens souhaité par le pouvoir en place. Bref, je crois qu'il est plus que temps de faire l'évaluation de nos institutions actuelles. C'est ça qui est pour moi
fondamentale avant de penser aux élections. Parce que, imaginons un peu que nous allons à ces élections maintenant, avec ces institutions. Et que, je ne le souhaite pas, on a un malfrat à la tête du pays, après ces élections. Mais avec l'article 213, avec l'article 214, quelles sont les conséquences éventuelles si vous avez un malfrat à la tête du pays? Il est élu parce qu'il a l'argent, parce qu'il est soutenu par des multinationales, ainsi de suite. Mais voilà qu'on dit, voilà, c'est une démocratie, et il arrive à la tête du pays. Si une telle situation se présente, quelles sont les conséquences avec de telles institutions, avec une telle constitution? Je crois que la classe politique doit prendre ses responsabilités. Il y a l'avenir du pays qui est en jeu. Pour moi, ce n'est pas le mandat du président Kabila, non, loin de là, ça c'est rien, puisque 5 ans, 10 ans, 30 ans dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'un pays, c'est rien. Voyons l'éternité de notre pays. D'accord. Vous comprenez? Donc moi je vois le long terme. Oui. Mais j'ai quand même un problème lorsque vous me dites, si jamais on fait des élections et qu'il y a un malfrat à la tête du pays, j'ai un problème. C'est maintenant. Si on ne fait pas des élections, nous avons quelqu'un à la tête du pays aujourd'hui. Ce quelqu'un, je n'ose pas moi l'insulter, hein, mais ce quelqu'un est-il à mesure de poser des actes que l'on peut craindre, comme cela justement que commettrait un malfrat qui viendrait à la tête du pays? Et quand je pose la question, j'ai en arrière-plan certaines choses qui me troublent personnellement. Je me dis par exemple, Kaemba, c'est un coin. C'est une région qui appartenait au Congo et qui aujourd'hui n'est plus attachée au Congo. C'est le Rwanda et c'est l'Angola aujourd'hui. Et ça s'est fait sous ce régime ici. Cette portion de notre territoire est partie. J'ai aussi en mémoire qu'il n'y a pas longtemps, nous avons entendu parler des bornes qui ont été déplacées à l'est du pays. Est-ce qu'on peut dire alors que le président qui est en place est en train de faire ce que nous pouvons craindre, que celui qui viendrait ferait? Non, vous savez, je n'ai pas l'habitude de porter des jugements de valeur sur des acteurs politiques. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui s'est fait dans notre pays. Ouais. Le président Kabila est là depuis plus de 10 ans. Il fait ce qu'il est en train de faire, donc il gouverne ce pays. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Il y a une crise grave qui est là. Et nous devons faire des choix collectifs. Il y a ceux qui veulent qu'on aille d'emblée aux élections. Mais on voit bien que les conditions basiques pour organiser ces élections ne sont pas réunies. Et quand on analyse le comportement de certains acteurs politiques, il est à craindre que ces élections n'aient pas lieu d'après le calendrier fourni par la CENI. Donc, soyons responsables et conséquents. Je dis bien ceci. Je fais appel à la lucidité des acteurs politiques congolais. Les institutions actuelles, la constitution actuelle nous a amenés dans des contradictions morbides. C'est un problème de choix. Ou nous continuons dans cette direction, c'est-à-dire qu'en laissant en place ces institutions comme telles, sans réforme institutionnelle, et nous aggravons les contradictions, ou alors nous nous disons, écoutez, il n'y a pas de cahier de brouillon dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire de tout peuple, il n'y a pas de cahier de brouillon. Tout ce qu'on pose comme acte politique aujourd'hui, on les paye cash d'emblée. Posons d'abord cette réflexion approfondie sur les réformes institutionnelles à faire. Voilà comment moi je vois le sens du dialogue. C'est-à-dire, l'une des problématiques à débattre dans ce dialogue-là. Il y a d'autres problèmes aussi sérieux, par exemple, la paix à l'est du Congo. Nous savons tous les causes de cette crise permanente, de ces violences permanentes à l'est. Malheureusement, il y a des acteurs politiques qui n'ont pas conscience des enjeux
politiques, géostratégiques, ainsi de suite, qui voient seulement leur positionnement, alors que les contradictions ne font que s'aggraver à l'Est. Et ne soyons pas surpris que demain, qu'il y ait encore résurgence de violence. Donc moi, je crois qu'il y a des problèmes que nous devons résoudre au cours de ce dialogue-là. Ce n'est pas se mettre d'accord sur le mandat du président Kabila, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas se mettre d'accord sur un gouvernement d'union nationale ou de transition, non. Mais pour moi, l'élément fondamental, c'est l'évaluation des institutions actuelles. C'est vrai qu'on pourra, on devrait évaluer les institutions actuelles, donc l'ordre politique actuel. C'est vrai qu'il serait bon de faire cette évaluation, mais c'est vrai également que les autres sujets que vous venez de citer s'imposent de même, d'autant plus que le mandat du président, là nous parlons en constitution, et tout le monde attend, en fait s'attend à ce qu'on respecte la constitution. Ça c'est une chose. Une autre chose, les débats sur les problèmes de l'Est et consorts, il fait partie de notre souci national, si je peux m'exprimer ainsi. On ne peut qu'en parler, évidemment. Mais si on inscrit ces autres problèmes à l'ordre du jour, on n'y est pas encore, hein, on ne connaît pas encore l'ordre du jour qui est arrêté pour ce dialogue. Mais si on inscrivait ces points-là à l'ordre du jour, il reste néanmoins des points qu'on ne peut pas ne pas inscrire, comme évidemment le problème de contrôle du processus électoral, pour qu'on ne puisse pas tomber encore dans les travers dans lesquels on est tombé en 2006 et en 2011. Donc, et que ces problèmes-là sont les plus attendus par la population en réalité. Ils ne vont pas à ce niveau, jusqu'à ce point-là d'évaluation de l'ordre politique. Ils sont beaucoup plus sur ce point plus immédiat, qui ont des conséquences immédiates. Ils sont plus braqués sur ça, en fait. Voilà. Vous savez, un acteur politique responsable, un homme d'État, ne se met pas derrière le peuple, il se met devant le peuple. Chaque peuple a des aspirations. Mais ce peuple ignore les voies et les moyens pour atteindre ses aspirations. C'est à l'homme d'État, à l'homme politique responsable, d'essayer d'éclairer ce peuple, d'essayer de l'orienter vers le bon sens, vers la bonne direction. Vous savez, l'ordre politique actuel, ce n'est pas le président Kabila qui l'a façonné. Vous en prie, oui. Le président Kabila n'était qu'un élément, un pion d'un ordre politique qui nous a été, entre parenthèses, imposé par ceux qui ont piloté la transition. Et nous savons tous dans quelles conditions cette transition a été pilotée. Dans un contexte où tous les acteurs politiques étaient piégés. Vous le savez très bien. Tous ces acteurs politiques étaient piégés. Les moboutistes n'avaient plus droit au chapitre. Les chefs rebelles, ils traînaient de casseroles. Le pouvoir en place avec le président Kabila, ce n'était pas un pouvoir légitime. Et ceux qui ont piloté la transition, ils en ont profité pour nous mettre en place un ordre politique qui répondait à leurs objectifs. Et ils ont placé des acteurs dans cet ordre politique. Et Kabila est parmi ces acteurs-là. Et aujourd'hui, on voit bien les contradictions. Même lui-même, le président Kabila, il constate que cet ordre politique le met en porte-à-faux avec peut-être sa vision des choses du Congo. Hein, et il se dit, bon, il faudrait peut-être amender la Constitution ou je ne sais pas moi quoi. Mais tout est-il qu'on voit bien que le pouvoir en place est en porte-à-faux avec les institutions qui sont là. Donc, ne nous voilons pas la face. Il y a un problème de fond qui se pose. Cet ordre politique a été initié par ceux qui avaient leurs objectifs légitimes, mais maintenant le peuple congolais, les acteurs politiques congolais doivent faire une évaluation dans un esprit de consensus de l'intérêt général, une évaluation de ces institutions pour voir comment on peut remettre le pays sur la bonne voie. Cela pose un problème. Cela me pose un problème. L'initiateur de l'ordre politique, c'est en fait la Belgique essentiellement, avec derrière elle
d'autres partenaires à elle, n'est-ce pas? Alors quand vous dites ça, donc appelons tout ce monde-là la communauté internationale, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Le problème posé ainsi, les responsabilités par rapport à l'ordre politique actuel, les intentions mauvaises que nous pouvons déceler dans cet ordre politique, en fait, ils en sont la source. Alors cela dérange. Dérange dans la mesure où on se dit, et pourtant, c'est cette communauté internationale que nous appelons à venir faire le médiateur au cours de ce dialogue. Est-ce qu'elle viendrait se saborder? Elle viendrait annuler son ordre politique actuel ou elle viendrait le renforcer? Attention, il ne faut pas d'emblée accuser cette communauté internationale. Je n'accuse pas, je pose une question. Il y avait une situation de fait au Congo, une crise grave, crise humanitaire, crise politique, ainsi de suite. Les acteurs politiques congolais se sont distingués dans la médiocrité. Le pays était partitionné, bref, on connaît bien la situation. De l'autre côté, vous avez la communauté internationale, entre parenthèses, certains milieux occidentaux, qui ont des intérêts économiques en Afrique et plus particulièrement au Congo. Et pour eux, il faut qu'il y ait stabilité en Afrique, stabilité dans la région des Grands Lacs, pour investir, créer des richesses. C'est le bon sens même élémentaire. Et face à cette misère collective, face à cette catastrophe humanitaire, il n'était que normal pour ces milieux, belges ou européens, de prendre des initiatives, tant bien que mal, pour essayer de recoller le morceau. Vous savez, le Congo était partitionné. N'eût été une personnalité comme Louis Michel, on serait aujourd'hui peut-être 3 Congos. Mais Louis Michel, tant bien que mal, il avait, avec les moyens de bord qu'il avait, avec l'esprit qu'il avait, il voulait quand même arriver à rassembler, à recréer cette unité du Congo, même si c'est pour servir les intérêts de la Belgique ou de certains milieux. Tout est-il que, grâce à lui, on a pu recoller le morceau. Mais non, si, face à ces initiatives extérieures qui étaient souhaitables, si les Congolais se montrent infantiles pour prendre leurs responsabilités, ben, il n'était que normal qu'on vienne vous imposer un ordre. Moi, je crois que 10 ans après, montrons-nous quand même responsables. On est là pour faire des réformes. On fait une évaluation de l'ordre politique actuel, des institutions actuelles. On voit bien qu'il y a combien de contradictions. Où est-ce qu'on peut faire des modifications pour éviter justement de telles contradictions, de telles incompatibilités? C'est dans ce sens-là. D'accord, Basé. Et quand vous parlez de la communauté internationale de cette manière, et ma question précédente qui était, faut-il encore, est-ce encore crédible de faire appel à cette même communauté internationale pour jouer le rôle de médiateur? Je pose en fait une question, tu t'en doutes peut-être, parce qu'il y a opposition entre les deux camps. Le camp UDPS, par exemple, qui martèle là-dessus, il nous faut absolument la médiation internationale, et le camp du pouvoir qui refuse cette médiation internationale, prétextant la souveraineté nationale. Alors c'est là où je voudrais poser ma question. Quand ils disent souveraineté nationale, au nom de la souveraineté nationale, on ne doit pas faire appel à la communauté internationale. Nous sommes suffisamment âgés pour nous prendre en charge. C'est ce que ça veut dire en fait. Alors moi je me pose la question, est-ce vraiment un prétexte qu'on utilise comme pour dire nous sommes au pouvoir, nous avons la capacité de tout gérer, rester à l'écart, laissez-nous faire ce que nous voulons chez nous, et quand il faut aller chercher l'argent pour organiser les élections, on retourne quand même vers la même communauté internationale, et c'est la même communauté internationale qui vous maintient en place. Il y a une contradiction terrible là. Vous savez, le drame chez nous en Afrique, c'est que nous adorons galvauder des concepts qui ont été inventés, conçus, là on les façonnés. La souveraineté nationale, elle est galvaudée à mon avis. Justement, c'est-à-dire que des concepts, disons, initiés par les Occidentaux à travers leur histoire, et nous,
déjà, anthropologiquement, nous n'arrivons pas à les intérioriser dans notre structure mentale. Ouais. Parce que, au fond, quand nous parlons de la souveraineté, au fond, c'est le souffle de vie et la vanité humaine qui nous imprègnent pour dire que nous sommes souverains. Ouais. Parce que si vous êtes vraiment souverain, ben, il y a quand même des éléments basiques qui peuvent, disons, authentifier que vous êtes un pays souverain. Et surtout quand cela sort d'un pouvoir comme celui-là, installé. Oui. Non, 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 il ne faut pas porter ce jugement, il ne faut pas analyser dans ce sens-là. Et deuxièmement, nous sommes dans un contexte de globalisation, où il y a interférence politique et économique, ainsi de suite. Voilà. Aucun pays aujourd'hui, sauf un pays qui a la puissance impériale, comme les États-Unis, ou comme la Russie, ou la Chine, qui peut... Même l'Allemagne n'a pas cette... Oui, voilà. Puisque il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne, voilà. Bref, l'interdépendance politique et économique est telle que revenir chaque fois sur ce concept de souveraineté en Afrique, au fond, c'est le galvauder. Je ne pense pas que ça soit sain d'utiliser ce concept dans le cas de notre pays. Tout est-il que nous devons nous montrer responsables. Nous montrer responsables comment? Eh bien, comme j'ai dit, il y a ces institutions qui sont là, un ordre politique qui est là. Pour nous montrer responsables, faisons ensemble, dans un esprit de consensus, l'évaluation de ces institutions pour voir comment éviter demain l'incompatibilité avec les objectifs que notre communauté politique est en train de poursuivre. C'est là mon souci. C'est-à-dire que le reste là, ce n'est que vanité. Montrons-nous responsables. La communauté internationale est là pour nous accompagner, pas pour imposer un ordre ou imposer une idée. Non, la communauté internationale, de bonne foi, est là pour nous accompagner, mais c'est à nous, Congolais, à nous montrer responsables face aux enjeux, aux objectifs que nous poursuivons dans notre communauté politique. Une dernière question. En 2000, dans les années 1990, par là, 91, le régime du maréchal Mobutu a dû, à un moment donné, plier le genou. Il a dû le faire après des consultations populaires que le maréchal avait menées tambour battant à travers la République. Il a dû le faire parce qu'il y a eu, à un moment donné, une union sacrée des partis de l'opposition. Ils se sont mis ensemble, presque tous, et cela a été vraiment, à mon sens, le coup fatal qui a fait que Mobutu a dû céder. Et le 24 avril, il a fait du parti du MPR un fait privé et non plus un parti, comment on l'appelait encore Parti-État. Parti-État. Et il a lui-même pleuré, il a pris ses distances, il a pris congé du MPR. L'union de l'opposition. Aujourd'hui, par contre, lorsqu'on regarde la scène politique congolaise, d'abord, même pour achever avec le maréchal Mobutu, il a mis un genou à terre. Quelques temps après la conférence nationale, il a commencé à reprendre les choses en main. Quand? Lorsque l'opposition, cette union sacrée, s'est fissurée. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous parlons du dialogue, mais nous avons une opposition qui est totalement fissurée. Il y en a les uns qui vont dans un sens, les autres qui vont dans l'autre. Est-ce que cette opposition est capable aujourd'hui de faire le consensus dont tu parles et pouvoir aller, pouvoir débattre et faire l'évaluation dont tu parles? Est-elle capable aujourd'hui de faire plier le gouvernement, le camp de pouvoir qui est en face? À mon avis, j'ai comme l'impression qu'étant divisée telle qu'elle est, elle favorise plutôt la victoire du camp du pouvoir sans qu'il y ait eu même de véritables débats, parce qu'elle n'est pas en position de forcer quoi que ce soit. Vous savez, que le camp du pouvoir gagne dans ce combat, disons, dans cette impasse politique, si sa victoire
peut sortir le pays de cette crise, pourquoi pas? On peut soutenir. Je dis bien si. Si. D'accord. Hein? Si c'est le pouvoir, si c'est le président Kabila qui peut tracer une direction salvatrice pour le Congo, nous allons le soutenir, il n'y a pas de problème. Mais très peu de Congolais pourraient lui faire confiance aujourd'hui. Non, j'ai dit bien si, justement, mais dans sa je dialectique réponds aussi en vous disant si dans sa dialectique, je dis bien Mm. si dans sa dialectique politique, oui. il nous montre la bonne direction, nous serons là pour le soutenir. C'est clair. Si l'opposition, dans sa dialectique politique, unie, nous montre la bonne direction, nous serons là pour soutenir cette opposition. C'est le bon sens même élémentaire. C'est ainsi que je fais appel à la probité morale et intellectuelle de tous ces acteurs politiques congolais. Okay. Je crois qu'aujourd'hui, chacun, prenons même le cas, les candidats potentiels aux élections présidentielles, chacun se voit présidentiable. On va courtiser les différentes chancelleries occidentales, Ouais. on va donner la main à différentes multinationales, mais on ne voit pas les conséquences après. Hein? On ne voit pas les conséquences. Si, sur le plan institutionnel, on n'a pas mis en place un cadre, un environnement politique, juridique, qui va favoriser la création des richesses sans corruption, sans tyrannie, bref, créer des richesses honnêtement, et qu'on laisse le pays entre les mains des prédateurs parce que on a gagné les élections, qu'on a été soutenu par des multinationales. Non, ce n'est pas ça que le peuple congolais veut. D'accord. Nous voulons bien. Nous voulons un état de droit. Un état de droit. Nous voulons la démocratie. Voilà. Nous voulons des responsables du pays voilà. qui viennent au pouvoir parce que nous les avons désignés et qui partent lorsque le mandat est arrivé. C'est ça. Sans qu'il y ait des états de droit. Et nous voulons les investisseurs internationaux. Et des investisseurs qui viennent parce que le pays est apaisé, parce que le pays est calme et qu'on travaille et qu'il y a confiance. Voilà. Nous ne voulons pas des gens qui s'accrochent. Et ce que nous disons là pourrait sembler à l'époque comme étant un rêve. Ce n'est même pas un rêve. Même en Afrique, nous avons maintenant des pays qui fonctionnent comme cela. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi nous ne pouvons pas y arriver? Enfin, le temps maintenant n'est plus avec nous. C'est pourquoi je vais vous demander un dernier mot. Un dernier mot, c'est que je demande surtout au président Kabila de montrer la bonne direction. Parce que quand on observe certaines déclarations de quelques acteurs du pouvoir actuel, ça crée des frustrations. Et ces frustrations peuvent nous amener dans des contradictions morbides. Je crois que le président Kabila, comme lui, il a pris l'initiative de ce dialogue, eh bien, qu'il donne la bonne orientation pour aider le pays à sortir de cette crise. Et je crois que c'est lui l'acteur principal, c'est lui le moteur. Okay. Je crois que je me fais comprendre. Merci beaucoup, monsieur Basile Diatezoa. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré et pour toutes ces idées que vous avez pu exprimer et expliquer à nos téléspectateurs. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour le temps que vous nous avez consacré à suivre les débats. Nous vous disons merci et vous promettons de revenir encore à vous dans l'émission